Alors pour bien comprendre, mais oui, mais vous pouvez tout à fait m'accompagner, Alexandra, en douceur, mais avec grand, grand plaisir. Vous mettez de la douceur dans nos esprits pour bien comprendre les transformations auxquelles nous faisons face. Je vous propose maintenant d'évoquer ensemble plus en détail deux mutations. On parlait à l'instant de charnière, en fait, au sens où l'entendent les historiens, c'est-à-dire les grandes bascules sociétales, notamment, deux mutations qui ont un impact sur notre quotidien. En commençant par la transformation numérique et les défis, les enjeux qu'elle nous impose. C'est un enjeu fort pour répondre aux objectifs de croissance, tout en prenant en compte les contraintes environnementales, bien sûr. Cybersécurité, notamment, la guerre en Ukraine, par exemple, a conduit à une recrudescence du hacktivism. Jeu de mots, tout le monde a compris ? Il n'y a pas de honte. Et les entreprises sont de plus en plus vulnérables, ou pas, je ne sais pas, on va se poser la question, aux attaques de pirates informatiques. Alors comment bâtir un avenir numérique plus sûr ? Je vous propose d'accueillir notamment, pour répondre à cette question, le directeur général adjoint de DocaPost et le co-président du Conseil national du numérique, conseiller à l'Institut Montaigne sur les questions numériques, Guillaume Poupard et Gilles Babinet. Et Guillaume, le vôtre est là, je crois. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on a un ordre de jour un peu copieux, mais vous l'avez compris, l'idée c'est aussi de donner quelques clés pour que chacun aussi puisse se faire son opinion. Gilles Babinet, vous publiez à l'instant même, puisqu'il est sorti hier, voilà, comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Oui, Odile Jacob, votre éditeur. Oui, dites-nous un mot quand même de cet ouvrage qui se veut un petit peu iconoclaste. En fait, je pense que ça colle vraiment bien avec ce que j'ai entendu, en particulier de ce qu'a dit Fanny, c'est-à-dire que il faut absolument s'extraire du temps court. Il faut comprendre que les grandes dynamiques, et notamment celles de la Silicon Valley, ce sont des dynamiques de temps long, de temps très long, c'est-à-dire de temps de dizaines d'années, et que c'est extrêmement important, et je pense que Marc l'a aussi largement dit, de comprendre l'esprit du temps dans lequel on s'inscrit, parce que c'est le plus grand levier, notamment pour un entrepreneur. Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment, si vous comprenez qu'est-ce qui sous-tend ce qui est en train de se passer, je pense que le point d'inflexion, il est vraiment là, il est extrêmement puissant. Moi, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, j'ai jamais vu ça. Eh bien, vous pouvez changer le monde. Mais donc, ça veut dire, pour revenir sur ce que vous dites tous les deux sur le temps long, qui peut paraître contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que non seulement tout va très vite et qu'on est vite dépassé, chacun dans son domaine peut-être, que nous avons la pression et la nécessité d'aller toujours plus vite et si possible plus vite que les autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce temps long, non seulement il ne faut pas en avoir peur, mais il faut en faire une hygiène de vie, c'est ça ? Oui, écoutez, si vous mettez dans le temps court, vous flippez. C'est-à-dire, vous vous dites, waouh, les Américains font l'IRA, ils mettent des milliards pour attirer les entreprises. Ouais. Pas nous, on a un vrai problème à réformer ce pays, etc., etc. Mais si vous commencez à regarder les perspectives un peu plus longues, on va avoir une énergie qui sera abondante et pas chère. Il y a une vraie compréhension que la décarbonation, ça passe par la plaque européenne, et ainsi de suite. Et ce sont des perspectives qui s'expriment sur plus d'une dizaine d'années. Il y a un changement de modèle économique majeur. Je crois que Marc l'a très bien dit, moi je suis totalement d'accord avec cette idée, vers la notion de service emmené par le numérique. Si vous comprenez ça, c'est beaucoup plus facile de créer de la richesse et puis au-delà de ça, je pense, de participer au monde qui vient. Guillaume Poupard, la transformation numérique, elle est en marche, elle est nécessaire, là aussi il faut la prendre à bras-le-corps. Pourquoi est-elle à ce point indispensable aujourd'hui pour les entreprises ? C'est un facteur premier de... C'était pour Guillaume, mais je vous en prie, Gilles. Toi l'expert. Non, mais je voulais aussi avoir son avis de son point de vue. Il faut qu'il s'exprime aussi. Voilà. Non, mais je plaisante, on pourra y revenir avec vous évidemment, puisque c'est votre spécialité, comme le dit Guillaume. Non, enfin, le vrai expert, c'est Gilles, évidemment. Je pense que la transformation numérique, vous la vivez tous, c'est un torrent qui nous emmène, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je me concentre plus sur le pire, pour être franc, depuis de nombreuses années, à la fois dans le secteur public avant, et puis maintenant chez DocaPost. L'idée, c'est bien de se dire comment est-ce qu'on fait pour suivre ce torrent sans s'y noyer.
Et pour des entrepreneurs, la question qui se pose évidemment, c'est comment est-ce que je vais pouvoir bénéficier de toute cette création de valeur que peut apporter le numérique, tout en me protégeant quelque part de toutes les menaces que ça génère. Elles sont nombreuses, ces menaces. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas, ou quasiment pas. Aujourd'hui, malheureusement, c'est quotidien, et on a vécu des épisodes absolument terribles et très visibles. Tout n'est pas visible, malheureusement, mais des trucs très visibles. Des attaques contre les hôpitaux en pleine pandémie, enfin, des choses qu'on n'avait même pas osé imaginer avant ces périodes-là. Et donc, tout l'enjeu, c'est pour les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, d'être en position de prendre les bonnes décisions. Désolé pour cette formulation volontairement un petit peu fausse d'un point de vue grammatical. Mais c'est-à-dire en position ? J'ai rencontré énormément de décideurs publics et privés. À chaque fois, le réflexe initial, c'est de dire « mais moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, donc ce n'est pas mon sujet. » Il n'y a pas besoin d'être un expert du numérique pour développer le numérique au sein de son entreprise. Il n'y a pas besoin d'être un expert en cybersécurité, encore plus dur peut-être, pour prendre les bonnes décisions pour protéger son entreprise face aux menaces qui se développent aujourd'hui. Par contre, si le décideur n'est pas là pour donner les bonnes impulsions, pour faire les bons choix, l'expérience montre que ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est valable aussi bien dans le côté positif, qui est le fait d'aller vers le numérique, que dans le côté plus négatif, quelque part, qui est de se protéger de tous les risques nouveaux que ça peut engendrer pour l'entreprise. Gilles Babinet, je reviens à vous avec la même question sur la nécessité de la transformation numérique pour les entreprises et comment faire vous savez, on dit souvent il faut faire d'une contrainte, puisqu'on n'a plus le choix, il faut faire d'une contrainte une opportunité. Justement, comment en faire une opportunité vertueuse et une richesse pour les années à venir ? Écoutez, un peu comme Marc, je ne vais pas faire un tunnel d'une heure, mais je pense que le principal facteur de transformation, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont compris déjà, c'est le fait qu'on passe d'une entreprise qui est en mode vertical et en silo à des entreprises plateformes. Et d'ailleurs, il y a un parallèle assez important avec l'environnement, c'est-à-dire que si vous voulez traiter les enjeux de Scope 3, de CO2, vous devez être une entreprise plateforme, parce que ça arrive en amont, ça va en aval, et vous devez comprendre qu'est-ce qui crée du CO2 dans tout ce processus, et la data vous permet de faire ça de façon extrêmement efficace. Et puis au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a des changements de culture managériale, il y a des changements de culture tout court, et je pense que ces choses sont extrêmement difficiles à appréhender. Ça ressemble d'ailleurs de façon assez forte au passage de la première révolution industrielle, c'est-à-dire des industries très intensives, très lourdes, très manufacturières, à la deuxième où on a beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus d'informations, puisqu'on commence à avoir le télégraphe, le téléphone, et un mode managérial qui va arrêter d'être en mode strictement militariste, extrêmement coercitif, un mode où il y a plus de valeur ajoutée des salariés, quelque chose d'assez différent, et qui a quand même mis 30 ans à rentrer en œuvre. Là, la caractéristique, et je crois qu'il est difficile, c'est que vous voyez ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. Et donc, ce n'est pas le temps d'une révolution industrielle classique. C'est quelque chose qui va aller incroyablement plus vite. Et donc là, pareil, on peut être tétanisé dans les phares de la voiture. On peut se dire, OK, il y a des positionnements à comprendre et on peut s'en servir. Moi, je ne pense absolument pas que ce soit un facteur qui soit préoccupant pour la France. Je pense que la France, l'Europe ont une opportunité probablement qu'on n'a jamais eue dans l'histoire récente et moins récente d'être un contributeur fondamental de création de valeur dans ces affaires. Et qui permet, c'était ça, j'allais vous dire, qui permettra quoi ? Donc la création de valeur. Sur le temps, je reviens sur cette histoire de temps et sur ce que vous venez de dire sur l'avènement comme ça de ChatGPT, par exemple. Mais on a vraiment le sentiment que, et dans tous les domaines, d'ailleurs, la technique, la technologie, etc., tout ça va beaucoup plus vite que nous, en fait. Ça va plus vite que la société, que les mentalités. Donc comment Guillaume Poupard, on mène les deux de front, en fait ? Je ne sais pas s'il faut se noyer justement dans le fait que tout aille très très vite. Il y a quand même des fondamentaux qui reviennent constamment. Lesquels ? Je vais revenir sur les questions de sécurité. Ouais. En fait, quand vous parlez avec des experts de la sécurité, ils vous disent toujours qu'il faut commencer par une analyse de risque, il faut comprendre ses menaces, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut protéger, contre quel... Ça peut paraître un peu répulsif, parce que c'est souvent mal dit, mais en fait c'est absolument essentiel.
Je pense que dans plein d'autres domaines, pour un entrepreneur, le fait de comprendre son marché, de comprendre ses clients, de comprendre les évolutions technologiques, de savoir vers où on veut aller, on le fait naturellement, très probablement. Dans le domaine de la sécurité, c'est exactement pareil. Il faut réussir à capter ce qui est utile sans devenir un expert. Il n'y a pas besoin d'être un hacker pour sécuriser son entité ou pour prendre les bonnes décisions, bien au contraire. Mais voilà, être capable de se dire, voilà, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont les données, les processus que je veux protéger ? De qui j'ai peur, de qui je veux me protéger. Est-ce que finalement ma crainte, ce sont les criminels qui vont chercher à me rançonner ou bien est-ce que j'ai peur d'un service de renseignement, d'un grand pays adverse. Voilà, tout ce travail d'analyse de risque, il est à la portée de toutes les personnes bien câblées. Et en général, quand on est entrepreneur, on est bien câblé. Et donc le message que je vous passe de manière très, très directe, c'est vraiment d'intégrer ça dans votre logiciel. Et même si on peut avoir l'impression que ça va très très vite, et les questions de l'IA, ça va très vite aussi, mais en pratique, en l'espace de 10 ans, à la fois évidemment ça a transformé la perception du risque, mais les fondamentaux de cette sécurité, qu'est-ce qu'on veut protéger contre quoi et ainsi de suite, c'est essentiellement les mêmes qu'il y a 10 ans. Voilà. Donc je rejoins Gilles, il faut pas avoir peur et rentrer dans le côté très anxiogène de ce temps court et avoir l'impression qu'on maîtrise pas. Il y a des fondamentaux qui sont tout à fait maîtrisables et très similaires à ce qui peut se passer dans d'autres pans, quelque part, de l'entreprise. Mais justement, pour ne pas céder à l'anxiété face à ça, est-ce qu'il y a des aides, des accompagnements pour les entreprises qui font face à cette transformation, Gilles ? Oui, alors il y a tout un tas d'experts, mais je pense que le chef d'entreprise doit quand même comprendre la synthèse de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une mutation où le carbone va avoir une valeur première dans le modèle économique demain, un recentrage sur la plaque européenne et évidemment l'arrivée de la data dans les facteurs de création de valeur. Mais si on comprend ces facteurs-là, moi je pense qu'à l'échelle de la France, il y a deux, trois choses à saisir, c'est-à-dire que la première, c'est qu'on va avoir une énergie décarbonée. On va être probablement le pays qui aura l'énergie la plus décarbonée au monde dans une perspective de 20 ans. Et ça, c'est fondamental parce que ça devient premier à cet égard. La deuxième, c'est que on rentre dans un modèle industriel qui est complètement démanufacturé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de col bleu. Et ça, dans une perspective également d'une quinzaine d'années, ça vient extrêmement rapidement. Mais en revanche, vous avez énormément d'emplois de services autour de ça. Donc il y a plein d'opportunités, y compris pour les entreprises qui ne font pas forcément de l'industrie à cet égard. Puis la troisième, c'est qu'on va souder transversalement les facteurs de création de valeur par la data. Et donc vous allez avoir des modèles d'affaires qui auront des natures totalement différentes, où tous les processus un peu répétitifs vont être désintermédiés par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une rupture extrêmement forte. Et effectivement, je pense que, comme l'a très bien dit Guillaume, vous n'avez pas d'urgence à avoir un comportement frénétique au travers de ça. Vous vous positionnez dans une perspective qui est plutôt celle d'une dizaine d'années, voire d'un peu plus, et vous essayez de réfléchir qu'est-ce que ça signifie sur le modèle d'affaires de votre entreprise, et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus d'opportunités à prendre que de coûts en général. Moi, je pense à l'entreprise avec laquelle j'ai eu pas mal d'échanges ces derniers temps, qui est Eurotunnel. Voilà, c'est une entreprise de décarbonation, c'est comme ça qu'ils le vivent aujourd'hui. Et ils se disent, bon, en fait, si on fait ça convenablement, on a de la productivité grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle. On est totalement électrifié, donc ça va être assez facile pour nous de prendre des parts de marché. Et on a un management qui se décentralise, parce que c'est comme ça que, finalement, on a plus de capital humain qui est mis dans l'action. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi une infinité d'exemples de ce qui pourrait accompagner le monde qui vient. On va prendre un exemple que vous connaissez bien, Guillaume, DocaPost. Alors dites-nous. DocaPost, l'ambition, c'est d'être justement un acteur capable d'accompagner ses clients sur le fait de faire un numérique de confiance. Il y a plein d'autres personnes qui savent faire du numérique et bien le faire. Nous, ce que l'on veut mettre en avant, c'est la confiance qu'il y a dans les produits, les services qui peuvent être apportés, dans l'accompagnement. Et la confiance, voilà, c'est un terme qui est un petit peu fourre-tout, un petit peu générique, mais on voit bien quand même ce que ça veut dire. Et on ajoute à ça deux choses aujourd'hui. Quelque chose que l'on fait depuis toujours, mais on n'en avait pas conscience, c'est celui de la souveraineté. Alors, c'est peut-être pas votre problématique au quotidien, la souveraineté, c'est une problématique d'État avant tout.
Mais si on prend la définition que j'aime bien, un peu issue de mon passé militaire, qui est la souveraineté, c'est la capacité à maîtriser son destin, ben là, pour le coup, ça nous concerne tous. Maîtriser le destin de son entreprise, de son entité, ça a un vrai sens. Et par le numérique, il faut être capable de maîtriser ce destin. Et ça ne veut pas dire qu'il faut refuser toute forme de progrès ou de technologie qui vient d'ailleurs que de la France ou de l'Europe. Ça, ce serait caricatural et totalement mortifère. Par contre, le fait de s'appuyer, d'identifier les fondamentaux sur lesquels on doit pouvoir construire sans avoir peur quelque part qu'on nous retire un jour le tapis de sous les pieds, et je pense au cloud et je pense à des choses comme ça, pour des processus critiques, pour des données critiques, pour des choses qui vont être essentielles durablement pour l'entreprise, c'est absolument critique. Et le dernier point qu'on est en train d'ajouter, c'est celui de la sécurité. Pas rentrer dans nos histoires internes, mais très longtemps on a séparé confiance et sécurité. En fait, c'est parfaitement illisible. La confiance et la sécurité, ça va ensemble. Et un acteur qui veut proposer de la confiance numérique à ses partenaires doit apporter de la sécurité aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. C'est un petit peu une des raisons pour laquelle j'ai rejoint Docapos récemment. C'est le fait de pouvoir apporter des solutions de sécurité à des gens qui ne sont pas des experts, qui ont besoin de se protéger. Et quelque part, je vais être un peu grossier, mais c'est des solutions faciles à vendre, faciles à acheter, faciles à utiliser. Et ça, aujourd'hui, ça existe très peu encore. Très peu parce qu'on s'est concentré, et l'urgence, elle était là, et on s'est concentré sur les acteurs les plus critiques pour la sécurité nationale, qui sont souvent de grandes entreprises, avec de gros moyens, qui étaient capables de faire leur intégration elles-mêmes. Beaucoup d'autres acteurs, et je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle, aujourd'hui n'ont pas la capacité à faire cette intégration, ce serait beaucoup trop complexe, et n'ont pas la ressource ou l'expertise pour le faire. Et je suis persuadé qu'on peut apporter comme ça des solutions packagées, qui soient à la fois efficaces, simples d'emploi, accessibles et qui répondent aux besoins de sécurité. Ça a peut-être un lien avec la question suivante. Deux questions pour terminer. La première, c'est que des dizaines de métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc ça peut rejoindre ce que vous disiez à l'instant. Il y a peut-être des métiers qui vont se développer. Comment on anticipe ça, justement? Les nouveaux métiers et tous les métiers, si on est là en 2030, on passe la même matinée ensemble, on parlera de métiers dont le nom, dont la fonction n'existe pas aujourd'hui. Comment on anticipe? Je ne sais pas, Guillaume. Moi, je suis ingénieur, donc évidemment, j'ai un tropisme technique et je pense qu'il faut vraiment être à l'affût. Et on voit arriver les sujets. Alors le problème, c'est qu'ils arrivent souvent avec énormément de mousse et il y a beaucoup de bullshit autour des sujets. Mais une fois qu'on a enlevé la mousse, il reste des choses fondamentales. Mon exemple préféré, c'est la blockchain. C'est probablement un des sujets sur lesquels on entend le plus de bêtises, et ce, depuis vraiment des années. Et vous savez probablement pas comment ça fonctionne, une blockchain, tout ça. Et on entend tout et n'importe quoi. Par contre, il reste quelque chose d'essentiel. Comment est-ce qu'on fait pour appréhender ce genre de technos qui ne sont pas simples? Eh bien, en s'y investissant. Désolé de reparler de Docapos, mais nous, historiquement, on est plus dans des processus plus classiques, plus centralisés, et notamment quand on fait de l'identité ou de la gestion d'identité, on est sur des systèmes très centralisés, où justement on met toute la confiance dans le fait qu'on maîtrise le processus. En parallèle, j'ai la chance depuis peu donc, de présider une start-up qui travaille sur la blockchain, qui s'appelle Archipel, dont le but est de faire exactement l'inverse. Et en fait, on met plusieurs fers au feu. Alors parfois c'est rigolo en interne parce que ça crée des concurrences internes, hein. Mais justement le but pour ceux qui veulent suivre cette évolution technologique, c'est de mettre ces fers au feu, soit en propre, soit en coopération, soit en parlant avec ceux qui savent le faire. Et ce travail d'écosystème, pour ne pas avoir peur de l'évolution technologique et ne surtout pas la subir, et ne pas s'imaginer que seuls les Américains peuvent le faire mieux que nous, ça c'est à mon avis tout à fait accessible si on est capable de travailler collectivement. Dernière question pour vous, je lis en guise de conclusion. Le monde numérique de 2030, il ressemblera à quoi? Alors ça peut être le monde numérique de vos souhaits. Hein, Oui, alors vous me lancez encore sur quelque chose sur lequel je pourrais faire un gros tunnel, mais il faut bien comprendre que le monde numérique, il est fait de grands cycles et qu'il y a des ruptures dans ces cycles. Si on prend très rapidement les 3-4 cycles des 50 dernières années, c'est le mainframe, c'est super centralisé. Le micro-ordinateur, c'est très décentralisé. Le cloud, c'est très centralisé. Et puis, effectivement, les technologies de blockchain, c'est plutôt un système très décentralisé. Je pense que le monde qui vient est hybride parce qu'on a besoin à la fois de calcul en local et de calcul en central. Et je pense que les systèmes organisationnels sont d'eux-mêmes. Et donc, on rentre dans une nouvelle phase. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que quand on se désespère en se disant « Waouh, les Américains, ils sont super devant nous, etc. » là-dessus, il faut bien comprendre que ce sont des cycles et qu'il y a plein de points d'entrée.
Il y a vraiment plein de points d'entrée. Un point d'entrée pour la France, ça sera l'industrie 4.0. C'est le seul domaine qui n'est pas touché encore par les hyperscalers, par les GAFA. Dans les systèmes robotiques, vous n'avez pas ces acteurs-là. Vous avez des acteurs japonais, des acteurs allemands, acteurs français, vous n'avez pas ça. Et donc, pour nous, c'est une opportunité. C'est une vraie opportunité de construire un système qui soit endogène, en réalité. Je pense que pour la France, en particulier, le fait d'avoir des très grands acteurs dans le domaine de l'environnement, si on arrive à matcher ça avec le numérique, on peut faire quelque chose de singulier. Finalement, les Britanniques, ils sont très forts dans la finance et dans la fintech. Les Israéliens, ils sont très forts dans la cybersécurité. Les pays se sont spécialisés, nous pas encore. Ça peut être notre opportunité de spécialisation. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Poupard, Gilles Babinet. Je rappelle votre livre « Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet » Odile Jacob. Je peux le garder alors. Merci. Merci beaucoup. Merci.